Salut à tous et bienvenue pour l'épisode 7 de la Weekly Sorare NBA. On est ravis de vous retrouver. Encore beaucoup d'actualités, un calendrier qui est un peu flottant. Merci la NBA Cup et Adam Silver de nous enlever beaucoup de matchs et nous créer des énormes mal de crâne pour essayer de faire des compos corrects sur cette Game Week là et les Game Week qui vont arriver. Mais bon, on va arrêter de tergiverser, on va tout de suite commencer par les perfs de la Game Week 14 et 15. Et oui, petite Game Week comme on a dit, c'est la NBA Cup qui enlève 2 soirs avec que des matchs à 2 matchs. On va encore avoir cette problématique sur la Game Week du week-end et sur la semaine prochaine avec la finale de la NBA Cup. Donc on est sur des performances, on va dire, dans la normalité. On en a que 2, le Brody et Derrick Queen, mais on va en reparler après, à plus de 30. Et sur la Game Week 14, là, comme c'était aussi une Game Week un peu bâtarde, entre guillemets, que deux joueurs qui font une grosse surperf. Et ça fait une grosse différence entre ceux qui l'ont aligné et qui ont fini haut et qui sont allés chercher de la reward que ceux qui ne l'avaient pas et qui n'avaient que leurs yeux pour pleurer. Si on se concentre sur les performances, donc on retient 4 joueurs. On a d'abord Jalen Johnson, le go-to guy, le franchise player d'Atlanta en l'absence de Trae Young. Et l'absence de Trae Young, ça fait pas du tout sentir. Des questions à se poser sûrement à Atlanta. On peut voir en termes de perf, du 70 ou 66, très régulièrement en dessus de 60. En plus, c'est surtout ultra complet. Jalen Johnson, si la santé, on va espérer, continue à être bonne et enfin avoir une saison complète. Il y avait beaucoup d'espoir et beaucoup de choses qu'on a pu voir développer au fur et à mesure de ces saisons NBA, mais le mec est monstrueux. Ça noircit la feuille. On regarde contre Denver, regardez, 18 rebonds, 16 assists, 21 points. Un petit 1 sur 4 cracra quand même à 3 points. 2 steals, que 3 turnovers, parce qu'il touche tous les ballons. C'est souvent, il peut aussi remonter le ballon un peu à la Yanis, très clairement. Mais le gars, il est trop fort. Juste trop fort. Et Atlanta, c'est une bonne surprise, malgré l'absence de Trae Young, d'être aussi haut. C'est du triple-double en barre, tous les jours au petit-déj. L'absence de Porzingis se fait pas ressentir, c'était la crainte finalement. Porzingis, ils en avaient peut-être pas tant besoin que ça. Ça part surtout de l'expérience et un peu plus de profondeur sur un poste de pivot qui leur manque cruellement. Mais finalement, l'absence du père Porzingis et du père Trae Young, c'est pas pénalisant pour Atlanta. Ça va être vraiment intéressant sur la prochaine Game Week. Ça affronte Détroit et surtout Philadelphie. Au Philadelphie, il peut se faire plaisir. Et puis regardez-moi. Sur la prochaine semaine, c'est monstrueux. Charlotte, Spurs, donc un joueur à avoir impérativement. C'est un peu un MVP du pauvre, avec des grosses guillemets, même si son prix, vous pouvez voir, est quand même pas mal. Mais ça peut faire vraiment le taf. Et sur des game week qui arrivent où il n'y a pas beaucoup d'MVP qui jouent, soit pour blessure ou soit pour cause de calendrier, merci Adam, ça peut être très très intéressant à l'avoir et pour le mettre en MVP en champ. Le deuxième joueur dont on voulait parler, on en a déjà parlé il y a quelques semaines, c'est Derrick Queen. Derrick Queen, c'est la très bonne surprise et la Cinderella, la Cendrillon de la Nouvelle-Orléans. Vraiment, c'est le petit rayon de soleil au moins qui peut donner un peu d'espoir aux supporters de la Nouvelle-Orléans. C'est ultra fort. Il nous sort encore une perf monstrueuse après son 52 face à Jokic. Il fait un 66 face aux Spurs. Là aussi, triple-double. Le mec a du talent plein les mains. Vraiment. Et juste trop fort. Maintenant, on va espérer que ça continue sur le reste de la saison. En tout cas, sur des secteurs intérieurs. Bon, là, les Spurs, il n'y a pas Wemby. C'est un peu plus simple. Mais sur des secteurs intérieurs, genre, je sais pas, ce week-end, face au Vooch, il y a une grosse possibilité qu'il fasse un très gros score, l'ami Derrick Queen. Donc, vraiment... parfait, vraiment largement au-dessus des attentes qu'on avait. Faut rappeler quand même que c'est qu'un pic 12 ou 13, je crois, de mémoire. C'est un pic après le top 10, Derrick Queen. Et c'est vraiment banco pour la Nouvelle-Orléans. Et c'est le futur de la franchise, très clairement. Donc à regarder, à essayer d'avoir, parce qu'avec le 10 de 31, ça se joue très rapidement et très bien. Donc vraiment intéressant à essayer d'avoir rapidement dans sa galerie. Même si le prix est déjà pas mal, mais un bon lieutenant ou une bonne carte à avoir dans une champ ou en leader du contender. Le troisième joueur, c'est le Brody. Le Brody, vous en voulez plus, il passe toujours par la porte de derrière, et
il fait toujours de la grosse perf. Hein. Regardez, ce week-end, c'est Indiana, 60 sur la Game Week, là, en ce moment, il a fait un 66 face à Indiana. Encore un triple-double, voilà, ça noircit la feuille de stats. Enfin, bon, voilà, le Brody, on le connaît, hein. Il est toujours là, hein, toujours vivant, toujours debout, comme dirait notre ami Renaud, hein, 37 ans. Hein, mais ça fait toujours de la très grosse surperf. Ça sort de sa boîte avec ils disent de 33 qui est un peu haut, hein, mais ça peut vite péter un 66. Il faut vraiment réussir à le placer au bon moment. C'est ça la problématique du Brody. Hein. Après, bah là, les prochaines Game Week qui arrivent, ça va être plus compliqué. Hein. Bon, Denver, c'est le revenge game, mais c'est cette nuit. Ce week-end, Minnesota, bon, on fait un peu la moue. Portland, c'est compliqué. Houston, voilà, le calendrier est pas foufou après pour Russell Westbrook. Ça va sûrement faire baisser son L10 et va être vraiment intéressant à le ressortir après cette vague de matchs qui est pas vraiment très favorable pour Sacramento, sachant que, attention, Sacramento, ça va bouger. On a vu qu'ils veulent mettre en vente et échanger la plupart des joueurs, en tout cas les titulaires. Donc ça va lui faire de la place, surtout des soirs de match où l'équipe sera déplumée parce qu'il y a un transfert en cours et des joueurs en partance. Dans le premier avion, coucou de Montas, coucou DeRozan, coucou Zach LaVine, coucou Malik Monk. Donc ça va y avoir du gros changement, donc des joueurs, des joueurs qui sont là sur le banc, qui vont avoir sûrement un match où il va y avoir, comme personne, tout le monde va être dans l'avion, il va y avoir de la place et sûrement de la grosse surperf attendue. Le dernier joueur en performance dont on voulait parler, c'est Jeff qui a pris la place de titulaire à Indiana dans la pauvre équipe d'Indiana qui passe cette saison comme une âme en peine. Il est titulaire et puis ça fait de la grosse perf. C'est surtout qu'on voit en termes de blocs, je crois qu'il est meilleur contreur de la saison. Et ça fait, ça prend pas beaucoup de rebonds, mais ça fait de l'assist, ça prend de l'interception là contre Chicago, sur le Vooch, hein, le spot à pivot. Hein. Donc ça noircit la feuille, ça fait du temps de jeu, ça a pris du gros temps de jeu. Là, on voit 29 minutes, là 29 minutes, là 18. Bizarrement qu'il y ait un peu moins de temps, mais là il est inscrit sur une 25-30 minutes, il est titulaire et ça fait du gros score. Donc sur des secteurs intérieurs, et regardez-moi ce game week face à Philadelphie, ça dépendra si joue, mais face aux Wizards, c'est banco. Et puis la semaine d'après, il y a des match-ups intéressants contre la Nouvelle-Orléans, contre Boston, voire même Milwaukee, où Milwaukee, il n'y a pas de... Il y aura un Yanis sûrement qui sera de retour. Je crois qu'il revient, c'est ça, vers Noël. Peut-être intéressant à surveiller. Donc Jeff, en plus, elles disent de 29, vraiment bien. Donc en tout cas, c'est le pivot titulaire à Indiana. Il a pris le spot, ça y est, devant Isaiah Jackson. Donc sûrement à essayer de voir, à surveiller sur les prochaines, le prochain Game Week, parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes encore à en tirer. Bon, avec tout ça, on va quand même peut-être aller sur le banc des accusés et voir un joueur qui nous a extrêmement déçus sur les 2 dernières Game Week. Et oui, cette semaine, on a décidé de faire une nouvelle catégorie, un joueur sur les spotlights, un joueur qui rentre dans mon bureau avec qui on va discuter. Et là, c'est un peu 2 poids 2 mesures, un peu 2 salles 2 ambiances. Zach LaVine, qui était attendu sur la Game Week de cette semaine, après une énorme performance face au Heat. Il fait plus de 60 points, avec des hauts pourcentages au shoot, 8 sur 13 à 3 points, 12 sur 24. Mais pas beaucoup de stats périphériques, un peu de 5 rebonds et compagnie. Donc tout le monde s'est dit, c'est le FOMO, on va l'aligner. C'est parti, Zach LaVine, il est lancé. Surtout avec un L10 qui était, on peut le voir sur la Game Week d'avant à 24, qui est descendu à 23 sur cette Game Week. Donc tous les feux étaient ouverts. Mais bon, Zach LaVine, on voit, c'est le yo-yo permanent. Alors ça fait de la grosse variance, super. Mais bon, après, les perfs étaient pas mal parce que pas mal par rapport à un L10 sur la fin qui était en dessous de 26, en dessous de 30 on va dire même, où là il a fait une perf à 45 contre Utah, donc équipe faible. Miami, c'est une grosse pace, donc il a pu faire du gros score. Et là il y avait Indiana, tout le monde s'est dit face à Indiana, banco, ça va être facile. Plus de shoot, et comme pas beaucoup de stats en périphérie, 5 ballons perdus, l'enfer.
l'enfer vraiment. Donc voilà, il a été dans ses moyennes où ça peut faire un fort haut et un fort bas. Et en plus, on a eu la news cette nuit comme quoi il ne jouera pas cette nuit. Donc bonjour la douille, bonjour la douille. Beaucoup de managers vont se faire avoir sur sa performance de la Game Week. Ça va plomber de nombreuses line-up. Donc ouais, Zach LaVine, après, le connaissant, hein, si on regarde sur les autres saisons, c'est pareil, hein, c'est une variance de fou avec quelques fulgurances, quelques passages où il a eu son L10 qui a bien baissé et ça peut faire voilà du 40-50. Mais après, voilà, c'est vraiment c'est jeter une pièce en l'air. Il y a plus de probabilité de réussir du bon côté que Zach LaVine fasse une grosse performance, très clairement. Hein, donc, et en plus, il est sur la liste des transferts, hein, donc il va bouger, il va changer de franchise. Où va-t-il aller? Qu'est-ce que ça va donner? Compliqué. Donc là, c'est deux salles, deux ambiances, hein, avec une très bonne perf sur ce week-end avec un match. Et puis après, là sur cette game week là, c'est une énorme douille. Encore une fois, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est Zach LaVine, donc malheureusement, ceux qui l'ont déjà eu les autres saisons, je sais de quoi je parle, on est malheureusement habitués. Et là, tout le monde va en payer le prix cher cette semaine. Donc, on l'a mis dans les spotlights parce que c'est sur la deuxième game week où là, il nous la plombe très très fortement. Et puis globalement, c'est un joueur où c'est très très difficile à essayer de le timer au bon moment, de le mettre dans le bon moment dans les perfs, dans les bonnes perfs, parce que ouais, Chicago, là, c'est pas très bonne défense. Milwaukee, bon, là, c'était sûrement sans Giannis, donc c'était un peu plus simple. Et voilà, Minnesota qui est vraiment aussi très fluctuant cette année en défense, donc c'est vraiment pas l'assurance touriste. Et là, il a mis tellement une énorme douille sur la Game Week 15 que bon, on pouvait pas le laisser comme ça, tranquille dans son coin. On a fait le point sur cette personne qui est accusée et qui est coupable d'avoir fait une méga douille sur cette Game Week 15. On va maintenant parler des blessures et de voir quels sont leurs impacts dans les rotations et sur Sora. Les blessures avec d'abord la grosse blessure, la dernière grosse blessure. Alors, heureusement, on en a un peu moins. On a eu très peur quand on a vu les images. Je sais de quoi je parle parce que j'ai regardé ce match entre le Magic et les Knicks à New York vendredi dernier. Très moche blessure et très moche réception de la part de Franz Wagner sur une attaque au panier un peu chahutée par Ariel Hukporti sur le contact. Mal retombé, le genou a fait vraiment une sorte d'équerre. On avait très peur que ça soit le genou touché. Heureusement pour lui, finalement, ça semble être qu'un problème au niveau de la cheville. Que 2 à 3 à 4 semaines d'absence, mais bon là le Magic encore une fois cette année c'est je tape dans la main entre Banchero et Wagner et je prends ta place à l'infirmerie. Banchero qui est de retour, qui est toujours en minutes restricted, qui aura donc une influence sur le match de NBA Cup, le match par contre des perdants, non le match de la demi-finale de NBA Cup ce week-end contre encore New York. Donc Wagner pas là, ça va donner du temps de jeu à Tristan da Silva, à Jonathan Isaac. Alors Jonathan Isaac, on le connaît, hein, c'est clairement pas l'assurance Torix. Ça va avoir du temps de jeu, mais bon voilà, les chiffres parlent pour eux-mêmes. Hein, voilà, 10-13 minutes, c'est pas foufou. On voit surtout que le temps de jeu est récupéré par un Tristan da Silva, de la responsabilité récupérée par Desmond Bane, qui a encore fait un très grosse perf face à Miami. Anthony Black aussi, qui a 35 minutes de jeu, qui a récupéré aussi beaucoup de temps de jeu. Vraiment, globalement, le temps de France s'est partagé entre Anthony Black et un Tristan da Silva. Mais bon, ça raccourcit pas mal la rotation du Magic. Et c'est triste quand même de voir un Magic qui avait beaucoup d'ambition à avoir autant encore une fois de blessures entre Banchero et Wagner. Où ça fait deuxième ou troisième saison. Où quand l'un est pas blessé, c'est l'autre qui prend le relais, quoi. Donc c'est vraiment embêtant. C'est plus de peur que de mal parce que vraiment, je vous laisserai voir les images si le cœur vous en dit. Mais alors la jambe, elle avait vraiment pas fait un beau mouvement. Donc bon, sûrement de retour entre Noël et le Nouvel An, on va dire, pour l'ami France. Et derrière, donc, qui va en profiter? Du Bane en responsabilité, potentiellement du Banchero. Son temps de jeu augmente tranquillement, hein, mais il a un peu de mal à revenir.
sa blessure a été quand même sacrément sérieuse et il a du mal à reprendre un peu le rythme. Mais voilà, du Anthony Black, ça peut être vraiment intéressant et tout. Donc, des petits typiques à aller chercher du côté du Magic pour essayer d'avoir des petites opportunités intéressantes. La deuxième équipe dont on voulait parler est entre jeudi de la semaine dernière et là, on a eu un Giannis qui, on l'avait annoncé de retour contre New York, qui n'a pas fait une si grosse perf. Et le lendemain, face aux Nets, il enchaîne. Et au bout de 5 minutes de jeu, même pas, le mollet. Le mollet. Et là, direct, bam, quasiment un mois d'absence. Pas de retour avant le 1er janvier. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet sur le fait qu'il y a des fortes rumeurs de transfert qui arrivent et que l'effectif des Bucks risque de péter à tout moment? Enfin, pas le raccourci, mais on peut y penser quand même très fortement. Donc là, encore une fois, on a du Bobby Portis, du Miles Turner, du Kyle Kuzma, mais bon, ça vole pas très très haut, hein, très clairement. Hein. Jericho Sims aussi avec un peu de temps de jeu sur le poste de pivot, mais franchement, bon, c'est pas. Voilà, on va aller voir. On va regarder Kuzma, Turner, Bobby Portis, c'est pas la folie furieuse, hein, très clairement. C'est vraiment compliqué pour eux. Voilà, ça fait un peu plus. Bon, après, il avait un L10 aux alentours de 21, donc à ce niveau-là, 22, voilà, donc c'est un peu remonté. Mais voilà, ça touche pas les étoiles. Hein. Pareil pour Turner, ça touche pas du tout les étoiles. Hein. Avec l'absence de Yannis, c'est compliqué. Kyle Kuzma, est-ce que j'ai le droit d'en parler? Regardez-moi ça, c'est une catastrophe. Donc, il va y avoir du mouvement à Milwaukee. Est-ce que c'est un reset avec un départ de Yannis? Peut-être, mais à surveiller. Le joueur, là, en ce moment, qui est vraiment en forme et qui fait grosse perf au retour de blessures, c'est Kevin Porter Jr. Regardez-moi ça. 2 pointes à plus de 50. 54 contre les Washington Wizards. Contre Détroit, 66. Même 41 face à la Philadelphie. C'est vraiment très bien. Il était reparti en plus avec un L10 à 30. À surveiller, ça va vraiment être bien. Surtout qu'en plus, on voit... alors, Boston, c'est ce week-end. C'est vendredi soir. À voir, parce que c'est un joueur qui a une forte tendance à perdre des ballons. Et face à la bonne défense, les chiens de la casse, les chiens de garde que sont Derrick White, même un peu Brown, hein, qui défend bien et tout, ça va être triste d'être compliqué sûrement ce match-là. Par contre, après, les Nets, on dit oui. Hein. D'ailleurs, ouais, Boston, c'est cette nuit, j'ai une bêtise. Par contre, sur ce week-end, les Nets, ça va vraiment être vraiment intéressant. Et puis après, la semaine prochaine, à voir potentiellement Memphis et Indiana, Minnesota, Toronto, on est un peu plus mi-figue mi-raisin. Hein. Mais bon, voilà, ce week-end, un seul match face aux Nets, ça peut être une belle opportunité encore avec un 10 de 34 qui est jouable. Parce que après, si on regarde l'évolution, on reste à 34. Avec les match-ups, ça peut être un peu plus compliqué, surtout sur cette game week-là de la semaine prochaine où il n'y a pas beaucoup de matchs et ça risque d'être un peu compliqué. On va parler maintenant d'éléments un peu plus réjouissants côté blessure. C'est le retour des blessés. Retour des blessés avec un alien en fin de retour. Il devait potentiellement peut-être jouer le quart face à aux Lakers. On a vu que les Spurs se sont très bien débrouillés sans lui. Et par contre, on a eu des mots du coach des Spurs qui a bien indiqué comme quoi il avait bien repris avec une bonne intensité. Et il s'attendait à ce que Wemby joue la demi-finale de Cup. Enfin, la finale de Cup même, parce que c'est la demi-finale sur le plateau, mais c'est la finale de conférence de Cup. Face à OKC, qui va être vraiment un petit test intéressant. Alors, c'est dommage que Wemby soit en reprise, mais on va voir un peu et jauger un peu cette équipe des Spurs face à la référence OKC, hein, 24-1, voilà. Cette nuit, ils ont foutu encore 40 points à Phoenix en toute décontraction. Donc ça va vraiment être intéressant de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc Victor de retour, donc enfin un MVP de retour, joie, bonheur, parce que c'était très compliqué en ce moment de trouver des MVP sur 2 pattes. On avait toujours le poney Jokic toujours présent, mais alors après c'était une déforestation tout autour. Donc Wemby de retour, donc on va pouvoir enfin l'aligner. Et puis après, c'est une équipe qui va bien, hein. C'est une équipe qui est en forme, hein, nos amis des Spurs. Donc voir un peu comment ça va fitter avec l'attraction de l'enfer, hein, les 3 guards qui font vraiment une très bonne saison, hein, Castle, Fox,
Harper, tous un peu blessés à tour, mais finalement, là, on a vu hier soir, cette nuit même, on a eu le premier match où les trois étaient alignés, et ça commence déjà à montrer des choses très intéressantes. Donc, ce week-end, demi-finale, enfin, finale de conférence de Cup face à OKC, vraiment intéressant à voir. Et puis après, regardez-moi ça, hein, donc il va y avoir à un moment donné, au moins, s'il n'y a pas la finale, je crois qu'ils seront de repos jusqu'à des belles confrontations, Washington, Atlanta, re-Washington, pour après, un savoureux, après la bûche de Noël et le champagne, un nouveau rendez-vous face à OKC, qu'on a hâte de voir encore. Vraiment, on veut jauger cette équipe des Spurs face à OKC et voir ce que ça va donner. Donc très très hâte de voir ces confrontations et voir ce que va donner face à ce test le Spurs de Wemby. Et en dernier point de blessure, là aussi c'est un retour de blessure, c'est Jarrett Allen, qui était annoncé avec un petit bobo au doigt, et finalement on peut voir, il a été absent, il a raté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il a raté 7 matchs sur les 8 derniers matchs des Cavs. Il va être de retour avec un L10 bas pour un titulaire. Mais qui dit retour de Jarrett Allen dit Mobley avec un L10 de 42, ça va peut-être moins perf. Hein. Très clairement. Alors après, la Game Week 16 des Cavs, on va en reparler tout à l'heure. C'est asseyez-vous, mangez Gucci. Hein. Wizards, Hornets, et puis après, je parle même pas d'après, où double Bulls, Hornets, Pels, donc franchement, voilà. Donc Allen va revenir, il y a un très bon calendrier, alors on va voir s'il va revenir direct avec un temps de jeu complet ou peut-être un temps de jeu un peu limité, mais ça va sûrement avoir une influence sur Mobley et sur les perfs de Mobley, parce que Mobley, il était sur le banc des accusés, parce que c'était pas foufou, hein, très clairement. Mais maintenant, en fait, ça va beaucoup mieux quand même. Avec du 64, il arrive à faire des perfs globalement, au moins une par game week, et donc c'est intéressant. Donc là, on va voir en fait si l'impact de Jarrett Allen va être concret, encore une fois, et donc baisser un peu la perf d'Evan Mobley, parce qu'on sait que les deux, ça fonctionnote, mais ça semble pas assez complémentaire du moins, et l'un marche sur les perfs de l'autre, donc c'est un peu dommage. Donc ça va être un point d'alerte, parce que sûrement Mobley va pas autant perf que ce qu'on aurait pu espérer. Bon, on a fait un peu le tour des perfs et des retours de blessures. Maintenant, on va parler des petits L10 qu'on peut essayer de trouver pour les Game Week 16 et 17. Des petits L10, et on vous a sorti encore 3 petits L10 inférieurs à 15 qui peuvent être vraiment intéressants. Le premier, Cocorico, c'est un X, c'est Jordan Clarkson. Alors pourquoi Jordan Clarkson? Surtout quand on voit ses dernières performances. Il y a un petit 32 là qui est apparu face à son revenge game et son ancienne équipe, le Utah Jazz. Mais en fait, ce qui est intéressant à surveiller, et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé pendant les blessures, c'est la re-blessure à nouveau de Miles McBride, qui a fait, lors du même match face à Orlando, un mouvement bizarre sur sa rechute, sur sa réception même, pardon, sur sa cheville. C'était pas beau non plus. Il revenait déjà de blessure. McBride, malheureusement, c'est un peu un four depuis le début de la saison. C'est très compliqué. Il essaie de revenir. Il ne perf pas réellement. Il est très maladroit. Le peu qu'il revient, il se blesse. Il fait que le yo-yo. Sur le dernier match, en l'absence de McBride, il a eu 27 minutes de jeu, notre ami Clarkson. Alors là, il a fait un match dégueulasse au shoot, 5 sur 10. 0 sur 1 à 3 points, 5 sur 10, je suis peut-être un peu sévère, mais c'est pas non plus, on attend peut-être un peu mieux, surtout Clarkson, qui est venu pour mettre du point en sortie de banc. Quand même 3 rebonds, pourquoi? Parce que ce week-end, ça va affronter le Magic en demi-finale de NBA Cup, donc il aura du gros temps de jeu, là encore plus de 25 minutes, parce que première option en sortie de banc sur les postes d'arrière, à voir aussi avec un Tyler Kolek, on n'a pas mis, mais il faut aussi le garder en tête, parce que globalement, en fait, la rotation des Knicks va être décalée avec l'absence de McBride, qui était le 6e homme.
a plus de temps de jeu sur Clarkson. Il va y avoir sûrement une rotation entre Bridges, Brunson et Clarkson en premier lieu. Et derrière, Colleg qui va récupérer un peu de miettes, qui devrait avoir entre 10 et 15 minutes. Beaucoup plus que les 5-6 minutes qu'il a avant. Donc nous, on croit en Clarkson, avec un L10 de 14, ça peut vite péter un très gros score. Alors peut-être pas ce week-end sur un seul match contre le Magic, où on sait que Magic a quand même un peu retrouvé de la fringance en termes de défense. Mais après, sur les Game Week d'après, regardez-moi ça. Indiana, Philadelphie, je pense qu'il y a moyen de se régaler. Miami, je parle même pas de Miami encore. Et là, c'est un joueur qui peut servir parce que son L10 ne va pas regrimper de suite. C'est un joueur vraiment qui peut servir très très fortement sur les 2-3 prochaines Game Week parce que son L10 sera bas et il va avoir du gros temps de jeu et de la grosse responsabilité de shoot. Donc ça, c'est notre premier choix. Deuxième choix, Danny Wolf. Alors, il était vraiment sous les radars, le petit rookie des Nets. Deuxième tour, je crois de mémoire, au fin de premier tour. Et en fait, il avait un 10 tellement petit que il a eu finalement du gros temps de jeu. Alors là, avec les absents, 31 minutes face à Milwaukee, et il fait 37, c'est bien, 20 minutes, 20. Là, à Chicago, ça a été plus compliqué parce que, pas beaucoup de responsabilités. Pourtant, il fait de très belles choses, mais alors, si ballon perdu, qu'est-ce que tu veux faire? Et encore 31 face à Utah, avec 30 minutes de jeu, des stats corrects au shoot, franchement, 5 sur 12, 3 sur 8 pour son style de joueur, voilà, mais surtout après, derrière, du rebond, de l'assist, un petit peu encore de turnover, c'est peut-être un peu son péché mignon. Et voilà, là, contre l'Épée, ça fait son L10, mais pas beaucoup de shoot pris, mais des stats en périphérie quand même assez importantes, toujours des ballons perdus. Et on peut voir en fait que derrière, il va avoir du temps de jeu potentiellement avec un affrontement contre les Mavs qui peut être vraiment intéressant, contre Milwaukee aussi, parce que Milwaukee, c'est vraiment pas la panacée en ce moment. Voire Miami après, là, Philadelphie. Donc il y a vraiment des match-ups qui sont vraiment intéressants. Et en fait, là, globalement, il est en première rotation derrière Noah Clooney. Il a pris la place, il est passé devant Jalen Wilson sur le poste de power forward. Devant Zaire Williams, Ewuda Smith est toujours out. Saison très compliquée pour Ewuda Smith, pourri par les blessures encore une fois. Donc vraiment de bonnes sensations et une belle surprise pour un rookie. On n'attendait pas à pareille fête pour ce rookie. C'était pas le rookie qu'on avait en tête de liste dans les nombreux rookies qu'avait pris Brooklyn, mais il sort son épingle du jeu et là il devrait encore avoir sa vingtaine de minutes. Sortir sûrement une belle surperf avec son L10 de 15. Dernier joueur qu'on voulait aussi discuter, c'est Jabari Walker. Jabari Walker qui, déjà, on l'avait, nous, dans les radars à l'époque, on était à Portland et tout, et qui faisait de belles choses. Là, c'est pareil, avec le cimetière indien, et les Trendon Waffle qui sont sur blessure, Paul George qui est managé aux petits oignons. En fait, dès qu'il a un peu de temps de jeu, avec Barlow, il arrive à sortir de sa boîte et à faire des choses vraiment intéressantes. C'est vraiment sur des matchs où en fait il n'y a pas trop de défense en face et tout. Il peut avoir sa vingtaine de minutes de jeu et faire vite une perf à plus de 30. Là, on va surveiller parce que comme on l'a vu ici, c'est que Kelly Oubre, il est en instance de retour après son mouvement bizarre où on voit bien qu'il y a eu il y a quelque chose qui s'est pas bien passé et Kelly Oubre, il est absent depuis quasiment un mois. Il va être de retour sûrement semaine prochaine dans ces eaux-là. En attendant, peut-être que vu la game week des Sixers entre Indiana et Atlanta, il y a peut-être des choses à essayer d'avoir pour un L10 de 14. Alors je dis pas de le placer haut dans une championne ou en contender, mais en complément dans une contender avec des petits coups à tenter, ça peut être vraiment intéressant. Après, c'est vraiment un choix beaucoup plus court-termiste parce que on va avoir des retours sur la fin du mois et qui va lui donner moins d'opportunités à Jabari Walker de s'exprimer sur un terrain. Bon, on a fait le tour de tous ces petits pics-là, de petits L10. Là, maintenant, on va parler des match-ups de la prochaine Game Week et voir quelle équipe on va choisir et pour essayer de faire de la belle surperf. Les match-ups de la prochaine Game Week et on va voir quelles équipes on peut choisir. Alors,
il y a quand même pas mal d'équipes, un peu plus que sur la Game Week du week-end dernier où c'était un enfer à faire des équipes. On a quand même pas mal d'équipes à 2 matchs. Attention aux équipes à un seul match. De toute façon, le samedi, globalement, c'est que les demi-finales de NBA Cup. Enfin, les finales de conférence, je vais y arriver. Hein. Les finales de conférence en NBA Cup, New York, Oklahoma City, les Spurs et le Magic. Le reste, ça va avoir 2 matchs. On va voir qui va nous être intéressant. On peut déjà commencer par Brooklyn qui va avoir des match-ups intéressants contre Dallas et Milwaukee. Alors, on serait plus positionné sur du guard que du center parce que le set est un peu en trompe-l'œil face à Dallas parce que Anthony Davis, hein, voilà, Anthony Davis qui est de retour et qui a fait du moins bien et du bien. Mais là, ça va être des match-ups où, si on regarde Dallas, c'est un seul match. Là, Anthony Davis, il va se régaler. Hein, très clairement. Pareil pour les guards. Donc, malheureusement, il n'y a toujours pas sa carte à Ryan Nembhard, qui fait vraiment. Qui a pris la place. Voilà, très clairement, qui a pris la place en meneur titulaire à Dallas. On voit donc, sinon, si on remonte un peu, parce que on a tout de suite des risques sur Dallas. Charlotte a un match-up intéressant face à Chicago, hein, donc un peu tout le monde. On peut penser de suite à un Brandon Miller, à un Lonzo Ball, Miles Bridges, Knuppel, choisissez celui que vous voulez. Deuxième match un peu plus compliqué face aux Cavs. On voit que finalement sur les forwards, Brandon Miller, il a des bons match-ups sur la Game Week. Ça peut être vraiment intéressant, surtout que Brandon Miller, il a un petit L10, hein, L10 de 30, donc ça peut être vraiment bien. Chicago, de facto, qui a aussi des bons match-ups face à Charlotte et face au Pélican de la Nouvelle-Orléans. Là, on pense de suite, forward Hornets, comme je martèle depuis 2 épisodes. Donc, Matas Bouzilis, ça peut être vraiment bien. Il a deux bons match-ups sur cette Game Week-là. En plus, Zion n'étant toujours pas de retour, il peut se régaler sur la Game Week. Donc, Chicago, vraiment bien. Kobe White, Josh Giddey, ça peut être pas mal. Le Vooch, ça va prendre des points, mais ça peut être aussi intéressant. Il peut faire sa 50aine de points, hein, parce que le Vooch n'est pas très haut, il a entre 30 et 35. Cleveland qui a un super aussi calendrier, hein, voilà, les Wizards qui est la pire équipe, donc dès qu'on voit ce petit logo là, il faut tout de suite poser des joueurs qui les affrontent sur la Game Week. Hein. Et derrière, ça affronte les Hornets, donc là, on peut voir potentiellement un Mobley, peut-être un DeAndre Hunter à voir en deuxième option, bien sûr Donovan Mitchell, hein, évidemment. À voir aussi avec le retour de Jarrett Allen, comment il va gérer tout, mais bon, il y a des coups vraiment intéressants à voir et essayer de récupérer côté Cleveland. Après, si on regarde Indiana, c'est pas si mal. Hein. Bien sûr les Wizards et puis Philadelphie. Donc on peut voir et se projeter avec potentiellement un Nembhard, voire peut-être un Mathurin. Ça peut être vraiment bien. De toute façon, globalement, là, il y a des bons choix à faire côté Indiana à la volée parce que les 2 match-ups sont vraiment intéressants. C'est parfait pour les guards d'Indiana. Mais après, tout le reste peut jouer parce que Washington le dimanche, quoi. Donc c'est plus facile. Il y a Memphis qui est aussi intéressant parce que un match face à Utah. Donc on peut peut-être avoir du Vince Williams, en pivot Zakidi, hein, vraiment, qui revient bien. Hein, Zakidi fait des choses vraiment intéressantes. Donc il y a quelques joueurs aussi à aller chercher parce qu'un seul match, c'est peut-être ça où ça peut couiner un peu, mais bon, comme on n'a pas non plus pléthore de choix sur la Game Week, un petit joueur de Memphis, bien sûr aussi Cédric Howard. Hein. Cédric Howard, on n'en a même pas parlé, mais il a fait une belle perf à 50 contre les Clippers. Il peut là aussi sortir de sa manchette et faire un truc vraiment intéressant face à Memphis sur cette Game Week. Milwaukee, un seul match. Kevin Porter Jr., on en parlait tout à l'heure. Voilà, très clairement, ça peut être vraiment bien pour une équipe à un match à aligner. Les Wolves, les Kings en deuxième match, donc ça peut être vraiment bien. Hein, du Nazred, du Nazred, du Anthony Edwards encore, hein, mais on est un peu plus mitigé cette année. Hein, côté Sorar, Minnesota, c'est vraiment compliqué à aligner. Il a bien timé, c'est vraiment chaud. La Nouvelle-Orléans, un seul match. Sûrement Herb Jones qui revient bien avec un petit L10 aux alentours entre 20 et 25, je crois qu'il est à 24 de mémoire.
Trey Murphy, bien évidemment, Trey Murphy 3 qui fait du très bon boulot. Et bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, Derrick Queen. Derrick Queen sur le Vooch, c'est cadeau, allez-y. C'est un seul match, dimanche, donc ça peut tard, ça peut être compliqué à placer parce que le illness de dernière minute qui arrive à 16h et qui te terrifie parce que tu as 90% de chances que le joueur soit out. C'est un pari à prendre, mais ça peut être vraiment intéressant. Et puis après, Philadelphie, à voir entre les Pacers et Atlanta, ça peut être pas mal. À surveiller quand même qui va jouer, parce qu'il y a tellement d'incertitudes sur qui va jouer entre George et Joel Embiid. Donc, compliqué à timer. Bon, bien sûr, Tyrese Maxey, il a un très bon match-up, mais après, ça va dépendre de qui va jouer à côté. Je crois qu'on a fait le tour. Peut-être à surveiller aussi Atlanta, parce que Jalen Johnson, on en a parlé tout à l'heure, il est en mode MVP, très clairement. Il fait des dingueries à Atlanta, et là, il a 2 matchs déjà, et 2 matchs qui peuvent être vraiment pas mal pour lui, parce qu'il n'en a rien à foutre de l'adversaire, il lui écrase sur la gueule ses attaques, il pilonne les attaques, franchement, ça peut être bien. Bon, je crois qu'on a fait le tour, mais je crois qu'on a un invité. Et oui, l'invité, et c'est un très grand plaisir, un peu les émotions parce que j'ai commencé Sorare avec lui, un monument de la population Sorare avec tous les podcasts qu'on avait pu voir à l'époque, un très grand passionné de sport, de foot, de basket, toujours un plaisir de discuter avec lui. C'est Magic Mehdi avec moi. Salut Mehdi. Oh, salut Alex. C'est les émotions, comme dirait Zizou. Dis Mehdi, c'est bon, on se connaît assez bien là depuis notre petite escapade à Rennes, là où on avait vu un beau Rennes-Lens. Ah oui. Ça remonte, les années passent. Écoute, super content d'être ton invité. Parce que, oui. Parce qu'en général, moi j'accueillais des invités. Là, c'est fini le podcast, c'est fini Sorare, donc c'est bon. Mais on parle du ballon, du ballon basket, du panier dans le ballon, le ballon dans le panier. On va réussir à le dire dans le bon sens. Et parler de basket et puis parler surtout du Orlando Magic, parce que t'es un grand fan du Orlando Magic. Ouais, d'où le Magic Mehdi. Magic, c'est prétentieux. Non, c'est pas prétentieux. C'est parce que je suis fan des Magic depuis mon adolescence. Et finalement, c'est le surnom que pas mal de potes me donnaient tellement j'étais fanat des Magic à l'époque du grand Chicago de Jordan et tout. Et c'était la rivalité et je montrais bien que j'étais un fan du Magic. Enfin, moi, j'ai du mal à dire du Magic. J'ai toujours dit les Magic. Même s'il n'y a pas de S, je ne dis pas les Magics, mais je dis les Magic et ça restera comme ça, surtout à mon âge, c'est pas le moment de changer. Mais c'est vraiment le sport, honnêtement, que je préfère. Enfin, j'aime beaucoup, beaucoup de sports, mais je pense que le basket, c'est le numéro 1. Ouais. C'est le meilleur sport du monde, de toute façon. Je suis d'accord avec toi. Dans la famille aussi, il y a pas mal de gros fans de basket qui préfèrent aussi le basket parce que voilà, il y a plus d'action, il y a plus de paniers, il y a plus de voilà, c'est parfois on assiste à des matchs de foot qui peuvent être un peu ternes et on se dit putain, on a perdu 1h30. Après des matchs basket pourris, ça arrive aussi, mais il y a toujours quand même l'une ou l'autre action au moins où tu te fais ah waouh, ça c'est déjà pas mal. Donc le basket clair et le Magic depuis plus de 30 ans maintenant. Ouais. C'est une franchise qui a été créée dans le milieu des années 90. Là, c'est instant vieux con qui a été créé. Si j'ai bonne mémoire, 89. 89, c'est ça. 89, exactement, 89. Et moi, je suis devenu fan en 92. Ouais, donc le début avant l'arrivée de Shaq et Penny, quoi. Jusqu'en Shaq a été drafté. Ouais. Jusqu'en Shaq a été drafté. Il a été drafté en l'année 92-93 et l'année d'après, 93-94, c'était Penny. Donc, fan depuis le début, quand ils étaient assez nuls finalement. Et pourquoi je suis devenu fan? Parce que j'ai eu la chance de partir là-bas et de les voir jouer en live. C'était mon premier match de basket live et donc c'était un souvenir incroyable. En plus, c'était contre les Detroit Pistons. C'était la dernière saison d'Isaiah Thomas. Ah oui, donc la page qui se tournait à des bad boys des années 80. Voilà, la page qui se tournait et puis gros choc après quelques minutes de jeu.
J'étais avec mon papa. Mon papa était ancien joueur de basket, mais dans les années 50, il a été à un très Mmh. bon niveau, mais bon, ça reste des années 50. Et lui, c'était son rêve d'aller voir un match NBA. Donc, j'ai eu la chance d'aller avec lui. Et je me rappelle, il avait été choqué parce qu'après quelques minutes de jeu, et à chaque qui écrase un dunk, le panneau n'a pas explosé, mais il a fait ça. Et Ouais. puis, il est descendu jusqu'en bas. Et mon père était choqué. Il me dit, mais c'est pas possible, il a cassé un panneau. Et donc, il y a eu arrêt de jeu pendant 15 minutes, le temps de remplacer le panneau. Et voilà. Et Ah, puis, ça, on peut le retrouver, je pense, l'image sur YouTube, parce qu'il n'y a pas eu 10 000 matchs où il a pété un panneau non, en NBA, en tout cas, non, notre ami non, Shaq. Hein. effectivement. Après, c'était pas spectaculaire comme il a déjà eu cassé des panneaux où tu vois le truc qui explose. Plexi Là, qui non. explose. Il s'est juste accroché, puis tu l'as vu baisser, descendre. Et donc, depuis lors, ouais, je suis gros fan du Magic, mais gros fan. Voilà. Et puis après, ça fait partie quand même des franchises assez récentes qui ont quand même bien performé régulièrement, quand même, avec des petites phases de trous, mais après, ça remonte vite et c'est quand même, ils sont quand même assez constants finalement, le Magic, quand on regarde par rapport à beaucoup d'équipes dans l'Est, quoi. Ouais, mais par rapport à son voisin Miami, qui a été plus ou moins créé au même moment, un peu avant, bah, Miami, je crois que c'est 4 titres, si je me trompe pas, 4 ou 5 titres. Orlando, c'est deux finals, donc 94-95. Pour la petite histoire, moi j'étais l'année bac, donc c'était l'année de mon bac, et donc comme c'était au mois de juin, la période des révisions et tout, ils ont pris quand même un 4-0 contre Houston. Avec Coucou Nick Anderson. Voilà, exactement. Je ne vais pas revenir dessus. Le premier match, 4 lancers francs qui ratent, buzzer Ah. je crois que c'était Kenny Smith pour aller en prolongation, puis ils perdent. Et puis après, évidemment, Ben le ça, moral était à zéro. Et ben, il y a 3 examens où j'ai pas su aller. Le lendemain de la défaite, je te jure, j'ai pas été. Donc, certificat médical. Comme j'étais assez bon élève, c'est passé crème, j'ai eu mon bac, mais voilà, j'ai remis un certif pour les matchs du lendemain de la défaite. Ah oui, bah, c'était cruel. Enfin, pour les plus jeunes, ceux qui n'étaient pas nés encore, allez Ah, voir ça sur YouTube. La fin est ah ouais, tragique. elle est dantesque. Et C'est vraiment ça a flingué devant. sa carrière à Nick Anderson. Ouais, c'était plus devenu, enfin, c'est plus C'était resté plus le même joueur. le même joueur. Il y avait eu un avant et un après, alors qu'ils avaient éliminé le Chicago. C'était quand Jordan était revenu. Il avait C'était quand il éliminé avait le numéro le 45 numéro qui était revenu 45. en cours de saison. Ouais. Voilà, tout à fait. Et là, c'est Nick Anderson qui lui pique le ballon en plus dans les dernières secondes. C'est ce qui permet à Orlando de gagner la série 4-2. Et voilà, moi, je m'étais, pour te dire à quel point j'étais hard, j'avais fait un 32 ici de l'autre côté. J'avais fait un 1 de l'autre côté pour Penny Hardaway. Et le 45 était derrière barré. Et j'étais dans un lycée assez strict, tu vois. Et donc, j'étais à la casquette, j'enlevais la casquette. Mais toute l'école était pro Bulls. À cette époque-là, tu avais Georges Eddy, enfin, au commentaire. Enfin, c'était pour les anciens qui connaissent. Georges Eddy, il a fait aimer le basket à énormément de jeunes. Oui. Et donc, moi, c'était un peu comme me against the school. Donc, c'était moi contre tous les fans de Chicago. Et puis après, voilà, Indiana. Et puis, on perd en finale. Et puis, il y a eu la deuxième finale en 2009. C'est justement ce t-shirt-là, tu vois. Ouais, avec Turkoglu, Dwight Howard. Ouais, Dwight Howard, Jamie Anderson, mais qui était blessé pour la finale. Et là, je suis parti. Je suis parti pour le Game 2. Donc, quand j'ai connu ma femme, je lui ai dit, écoute, le jour où Orlando est en finale, moi, je pars. Et elle m'a dit, OK. Et ben, quand le jour où ils ont battu, donc en finale de conférence test, c'était contre Cleveland avec LeBron James et tout, et ils les ont éclatés, je crois que c'était 4-2. Et le soir même, j'avais pris le billet d'avion, j'ai eu 2 places sur eBay. J'avais mon fils qui avait 6 ans qui m'a entendu gueuler à je sais pas quelle heure du mat. Il dit: «Papa, je peux venir avec toi?» Et on est parti à 2 pendant 5 jours. Et donc j'ai vu les Game 2, je l'ai vu à la télévision, donc ils jouaient aux Lakers. Et par contre, le Game 3, là, j'étais dans la salle. Et c'est le seul match qu'ils ont gagné. Donc c'était une magnifique soirée, avec Pau Gasol, évidemment, Kobe Bryant. Tu auras eu la chance de voir Kobe Bryant sur un terrain. Ouais, Michael Pietrus, qui avait fait un bon match, qui faisait son maximum pour bien le tenir. Ouais, c'est des très très beaux souvenirs. Et puis après, quelques années de désert, disette. de De traverser du désert. et là, ça va, on va dire un peu mieux.
ouais, c'est un peu plus cool à regarder maintenant. Ils ont, voilà. Bah, justement, bah là, tu me tends la perche. Et bah, cette année, qu'est-ce que tu penses de la saison du Magic alors? Bah écoute, c'est un peu en dents de scie, c'est-à-dire que j'avais, moi, personnellement, beaucoup d'espoir cette année. Je fais partie du camp des supporters qui étaient très contents du trade pour Desmond Bane, malgré les 4 drafts, les 4 picks de draft envoyés, etc. Alors, j'ai envie de te dire, jurisprudence, je suis supporter des Knicks. Avec le transfert de Michael Bridges, je peux pas dire grand-chose. Voilà. Mais bon, tu vois, Ah, ça fait cher. Hein. ça fait cher, mais il y a un moment donné, regarde, tu vois, quand tu regardes les grosses équipes, enfin, tu as Mm. Milwaukee, là, avec Antetokounmpo, ça va pas super bien. Tu as quand même pas mal de joueurs qui sont partis. Ok, tu as Miles Turner qui est arrivé. Tu as les grosses blessures quand même de Tatum, d'Haliburton. Donc, il y a de la place, il y a une place à prendre clairement à C'est l'Est. maintenant. Hein. Et c'est maintenant. Ouais, je me suis dit, moi, s'il faut encore attendre et tout, autant y aller. Autant y aller franco, surtout que le noyau quand même est fort jeune. C'est pas évidemment pas aussi jeune qu'Oklahoma, mais ça reste quand même une équipe très très jeune et donc pourquoi pas tenter d'avoir un roster compétitif et de voir. Moi, je les voyais avant le début de saison dans le top 4. Maintenant, on verra bien ce que ça va donner en courant de saison. Bon, l'intégration de Desmond Bane au début, c'était assez catastrophique. Là, les derniers matchs, voilà, il a fait quand même 3 ou 4 matchs à plus de 35 points. Mmh. Donc, il est bien, il est intéressant, il apporte quelque chose que je trouvais qu'il manquait vraiment. Tu avais un peu un profil simulateur dans la hargne, c'est Jalen Suggs, qui est vraiment un guerrier et tout. Desmond Bane aussi, clairement, sauf qu'il a évidemment un shoot en plus, ce qui est quand même crucial parce qu'Orlando, ce qui manquait horriblement à Orlando. Hein. La plus mauvaise équipe au tir à 3 points, aussi bien tenté, mais surtout converti. Là, ça ouvre pas mal de choses, mais il faut qu'au niveau santé, évidemment, il faut que. Bah justement, j'allais y venir. J'allais y venir parce que c'est vrai que. Parce que c'était quand ouais, c'était l'année passée où ils avaient quand même fait une belle série contre Cleveland, où il y a 2 ans maintenant, je sais plus. Oui, parce que c'était Cleveland. Attends, non, c'était il y a 2 ans, je crois. C'était il y a 2 ans, oui. Ils perdent où en fait, Cleveland choisit de perdre, finir 4e et d'affronter Orlando qui est 5e. Ouais. Et ça se finit en 4-3. Ouais, ça se finit en 4-3. Et puis l'année passée. Ça de passer. Hein. C'est vraiment. Il y a le dernier match où je crois qu'ils se font rouler dessus, Orlando, mais il n'y a pas eu de suspense. Surtout à la fin. Ouais, surtout à la fin. Mais c'était. Ouais. Personne qui a réussi à gagner, en fait, sur terrain adverse. Et ouais, après l'année passée, voilà, tu as des joueurs comme Moritz Wagner aussi, qui se pète la jambe, mais qui est une catastrophe. Qui se pète la jambe, et le gars, tu vois clairement que c'est. Il manque beaucoup encore. C'est un animal sur un terrain. Tu as besoin de gars comme ça qui apportent cette arme, qui arrivent à pumper toute leur équipe. Et l'année passée, ils avaient juste un peu Cole Anthony qui est comme ça, mais bon. Cole Anthony, ouais, c'est pas Roland. Anthony, c'est quand même limité. Quand tu regardes les stats maintenant de Cole Anthony ou qui a pas, enfin, j'ai vu des stats là, c'est un des pires joueurs au niveau efficience. Ah oui, oui. De la NBA, en tout cas à son poste. Et quand tu vois aussi KCP, honnêtement, c'est un peu catastrophique. C'est un peu. Bah, j'y croyais l'année dernière, en début de saison. Je me suis dit, ça peut être bien parce que il perdait pas en défense, mais il gagnait vraiment en shooting. Mais alors, ça n'a pas du tout matché. Ça a été une saison. Mais alors, il a traversé la saison comme un fantôme. Ouais, et cette année, honnêtement, c'est pareil. Mieux à Memphis. Donc, oui. Le gars, il a terminé, il a perdu un peu son mojo. Il était beaucoup plus efficace dans une équipe comme Denver. Et ben là, voilà, Franz Wagner contre les Knicks, justement. Moi, quand j'ai vu le match, j'ai regardé le match et j'ai vu la blessure. Je fais, oh putain, il s'est refait le genou, quoi. Parce que vraiment, la torsion de la jambe, elle est horrible. Et tu te dis, il s'est repété le genou, ça y est, c'est finito, quoi, déjà. Et ce qui est, je trouve, hyper frustrant la saison dernière et cette année, c'est qu'en fait, il y a un jeu de passe-passe entre Wagner et Banchero en disant, ah tiens, tu me laisses la passe au chaud, l'infirmerie, je vais y aller, s'il te plaît. Et c'est chiant parce que tu peux pas enchaîner. Et je sais de quoi je parle parce que Wagner, il adore martyriser les Knicks qui sont incapables de défendre sur un ailier assez grand qui va aller attaquer le panier. À chaque fois, on se prenait panier sur la gueule. J'en avais un peu marre. Bon, là,
on l'a pété entre guillemets. Il est pas là, il sera pas là pour la demi-finale parce que finale de conférence d'NBA Cup samedi. Donc on se retrouve encore à nouveau. Non, Orlando c'est pas une équipe qui réussit vraiment au Knicks quoi. Non, mais c'est vrai que Wagner, quand il s'est blessé, il avait 7 points en 7 minutes, il était chaud après. Bon, voilà. C'est comme ça, c'est les aléas. Maintenant, je le prends avec le sourire parce que finalement, il a une grosse entorse. C'est ça, c'est que ça, heureusement. Hein. Oui, une entorse, même pas une entorse du genou. Donc non, c'est la cheville qui est partie en fait. La cheville, la partie haute de la cheville, donc tant mieux. Donc, il aura peut-être pour un mois. Donc, j'espère que ça va rester comme ça. Il y a Maurice qui va revenir à un moment donné aussi. Donc ça c'est bien. Donc moi c'est tout ce que j'espère, c'est qu'il reste en entier, toute l'équipe reste en entier jusqu'à la fin de saison parce que c'est important. Et puis voir après si effectivement ils peuvent cohabiter. Moi j'étais un gros fan de Banchero. Je trouve qu'il y a 2 ans il était très fort. L'année passée jusqu'à sa blessure il était aussi injouable. Il avait marqué un match à plus de 50 points. Et après sa blessure, c'était plus le même joueur. Mais après, on sait très bien en NBA, quand tu es absent pendant un long moment, compliqué. Il faut du temps pour reprendre le rythme, pour reprendre confiance. Et là, ça a l'air d'être pareil aussi. Enfin, là, ils sont en train de le gérer au niveau temps et tout. C'est pas. C'est poussif son retour, exactement. C'est ça, c'est poussif. Et après, je suis vraiment intrigué par rapport à vraiment quand ils vont rejouer les trois ensemble, hein, Banchero, Wagner et Bane, quoi, parce que Bane avait l'air quand même vraiment en deçà des deux premiers. Ouais. Bon, là, Bane a pris quand même bien le relais, il a fait des gros cartons, comme tu disais tout à l'heure. Est-ce que ça va réussir à jouer tous les trois ensemble ? C'est point d'interrogation. Après, je pense que Bane, là, il devait s'acclimater. Le match où il a planté un buzzer, depuis lors, honnêtement, c'est plus le même joueur. Donc, sont quand même des vétérans. Ils ont quoi, 27 ans. À 27 ans en NBA, tu rentres dans ton prime, donc tu es considéré comme un vétéran. Donc c'est un joueur qui a des grosses qualités. C'est pas comme si on faisait un pari sur un joueur finalement, un peu comme KCP qui a jamais tourné à plus de 20 points de moyenne, on sait qu'il a une solide défense. Là, c'est quand même un gars qui a fait ses preuves pendant quelques années. C'est pas un joueur élite. C'est pas un joueur All-Star, mais ça reste un bon joueur. Et c'est un bon lieutenant. En NBA, il y a toujours un temps d'adaptation. Tu as d'autres systèmes, tu as d'autres joueurs, mais c'est des gars qui sont intelligents pour trouver le épingle du jeu, tirer leur épingle du jeu, pardon. Et donc, moi, je pense que ça va le faire. C'est plus Banchero pour moi qui devrait. C'est peut-être un peu inquiétant. Ouais, parce qu'il est plus lent, il est un peu plus lourd. Parfois, il ralentit le jeu. Après, je me dis aussi que c'est quand même, lui, pour le coup, un joueur élite et il devra s'adapter. Pour pas que ça soit comme au début de saison, les 4-5 premiers matchs où ce sont des pick and roll entre lui et Bane et c'est vraiment possible. Et pour moi, le meneur de l'équipe, clairement, c'est Wagner. Oui. Il porte énormément de ballons, ça c'est clair. Pour moi, le franchise player, c'est pas Banchero, c'est vraiment Wagner. Il fait des trucs. Quand tu vois la dextérité avec laquelle il attaque le panier, quand tu as 2m8, 2m9, il lâche très vite le ballon, il manie très bien le ballon, il sait shotter. Il a un jeu hyper complet. Hein, pour l'avoir vu 2 fois avec l'Allemagne 3 fois avec l'Allemagne face à la France en prépa au premier tour des JO et en demi-finale. C'est fort. Hein. On a réussi à close out en double, en prise à 2 hyper rapide. En demi-finale, on l'a éteint au bout de 5 minutes. Où il nous a fait la danse pendant 5 minutes, 5-7 minutes. Et après, il a été complètement éteint parce que tout de suite, il y avait vite une prise à 2. Mais c'est le seul moyen de l'éteindre parce qu'il est trop fort, quoi. Il est vraiment bon. Donc ouais, je suis assez optimiste. Je pense que si l'équipe reste comme ça au niveau physique, je pense qu'ils termineront dans le top 4 en fin de saison. Et puis après, on verra bien. Parce que Détroit, on les attendait. Et je crois qu'il n'y a personne qui les attendait là à la première place. Top 6, oui, mais premier, non. Voilà, c'est ça. Premier, moi, jamais de la vie. Mais à voir. Hein, la saison, elle est encore longue aussi. Il peut encore y avoir beaucoup de blessés. Hein. Cette année, il y a énormément de blessures. Cleveland, je les voyais plus haut. Aussi. Après, il leur manque truc là qui est blessé. Là. Jarrett Allen qui revient. Jarrett Allen, voilà, il revient. Qui a un doigt pété, mais un peu comme Josh Hart. Mais Josh Hart, on voit que ça ne gêne pas trop. Non, après, le mental, Josh Hart, voilà. c'est ça. Ouais. Donc, je trouve que
Au niveau pivot, Carter Junior fait son job. Voilà, je trouve que ça va un peu mieux que l'année passée. Après, ça a toujours été un peu le maillon faible. Et le gros maillon faible, évidemment, c'est au niveau distribution. Je crois qu'il quand tu as un gars comme Bain, comme Wagner surtout, et même Banquero qui sait remonter le ballon, tu as peut-être un peu moins besoin d'un vrai distri, mais voilà. J'aime bien Suggs. Je trouve que c'est un défenseur exceptionnel. Vraiment, pour moi, c'est un des meilleurs gardes en défense. C'est Ouais, c'est monstrueux un ce chien de la gars-là. casse. Hein. Le mec, il a un os, c'est son Jette adversaire, il le lâche surtout, pas. Hein. il y a un ballon qui est à 10 mètres, c'est mon ballon et c'est ça, personne d'autre. Sauf si c'est Ben qui te balance sur Voilà. OG Anunoby pour essayer de récupérer la touche. Il y a ça aussi. Ouais, ouais. Mais bon, moi, ça me manquait, tu vois, un peu Ouais, de la niaque, quoi. De d'un peu de l'envie. Hein. niaque et de temps Mm. en temps un peu déraper. Je trouve que tu as besoin de joueurs comme ça dans une équipe ouais, pour avoir l'aspect Doberman. Là, c'est un peu l'image de Desmond Bain. Là, ouais, je crois que c'est un Doberman ou un Oh, ouais, Rottweiler. avec le masque de Bane Ouais, de voilà, c'est Batman, ça. quoi. Ouais, voilà, exactement. Donc, ouais, je trouve que ça manque un peu. Sinon, l'équipe, je la trouve assez complète. Il y a des joueurs comme je trouve, qui ont passé un step. Là, Anthony Black aussi. Je trouve vraiment Ouais, Anthony Black, il fait vraiment des choses intéressantes cette année. C'est clair. il est très intéressant. Il a un shoot qui devient fiable à 3 points, à 2 points. Il pénètre très, très bien. C'est un bon défenseur aussi. Donc, ouais, il a aussi un profil intéressant. Il y a Tristan da Silva aussi qui fait des choses plutôt pas mal. Hein. En relais de Ouais. Banquero, c'est bien aussi. Hein. Ouais, mais lui, il est quand même pas mal en dents de scie, hein. Quand il est off, il est off. Quand il C'est ça. est, quand il est dedans, il est vraiment dedans, mais c'est un bon joueur, quoi. Après, C'est clair. quand tu les vois en Allemagne, lui et Wagner, et puis Schröder aussi, si on doit le rajouter, bah, ouais, ce sont des joueurs qui se trouvent bien. Et ouais, c'est un bon joueur, Tristan da Silva, pour aller le drafter. Là, je crois qu'il était au deuxième tour, lui. Hein. Ouais, il était loin. Ouais, il était loin, donc ouais, c'est vraiment une bonne pioche. Donc, Donc ouais, toi, tu t'attends fin de saison, demi-finale de conférence minimum, potentiellement. ouais, je dis top 4 maintenant. C'est une équipe jeune, pas d'expérience au playoff. Attends, ça fait une éternité qu'ils ont pu passer de premier tour. Hein, donc, Bon, après, de 5 à 8, enfin, on va dire c'est 5e ou 6e, il y a quand même, cette année, il y a des stacks hein, quand même. Il y a une équipe en haut, côté Est, en dessous, tu as deuxième New York qui est dégagé aussi. Et ouais, puis après, tu as un groupe Eto là où c'est un peu serré, quoi. ouais, Donc, ouais. Enfin, moi, j'ai dit en fin de saison top 4. Et puis, si tout le monde est on en bonne verra. santé, ils ont intérêt à passer le premier tour. Sinon, clairement, C'est ça ça. serait une énorme déception. Ouais. Ah ben là, il y aura le dossier Jamal Mosley à ouvrir. Hein. Ouais, il était déjà ouvert. Hein. Il était déjà ouvert, mais Ah mais j'aurais cru qu'il aurait, moi j'aurais cru au départ qu'il aurait sauté en début de saison avec Bane qui marche pas quoi. ouais, Parce que là pour le c'était coup. vraiment un problème de coaching. Hein. C'était pas Ouais, qu'il n'y ait pas des ouais, systèmes qu'il n'arrive pas à s'intégrer dedans. Ça fait 2 fois avec KCP qui était à la rue, mais c'est pas le même niveau. Mais là avec un Bane qui sous-performait autant depuis le début de la saison, tu te dis bah, le coaching staff il y a peut-être quelque chose à voir quand même. ouais. Après, moi, j'ai regardé le match contre Miami, là, le Mm. quart. Enfin, j'ai Ça regardé. démarre très très mal. Hein. Ils prennent la- ils prennent Moi un- j'ai regardé, j'ai coupé, je me suis dit bon c'est bon, Miami passe. C'était 15-0, Oui. 18-2, 18-2. Je me dis, putain, pour une fois que je reste debout pour regarder un match en live, et c'est quoi ce début complètement pourri? Donc, je crois que je suis resté jusqu'à 34-26. Je me dis, bon, bah alors ça revient un peu. Après, j'ai été me coucher. Mais le basket aussi en attaque, il était mais à gerber, quoi. C'était quand tu vois Stéréotypé. Miami, ça part dans tous les sens. Spoelstra, je sais pas ce qu'il leur donne avant chaque début de match parce que Miami vraiment. Il les fait pas manger pendant 3 jours, je pense. Ah, non, non, mais ils montent sur les terrains à chaque fois. Tout leur début de match, c'est l'équipe la meilleure pour débuter les matchs au premier quart-temps. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est horrible comme basket, c'est lent, c'est pas fluide, et puis voilà. Et puis finalement, après, ça s'est mis en route et ça a été débloqué par Ben. Et puis c'est lui qui a amené toute l'énergie et finalement beaucoup de vivacité et de mouvement dans l'équipe en deuxième mi-temps. Donc, j'étais content de revoir le match en replay le lendemain, quoi. Ah ouais, parfait. Bah tu vois, c'est bien. Bon, on va finir par la dernière question.
Bon, d'habitude, je dis bilan New York-Orlando, mais bon, là, on va faire avec l'actualité. Hein. Finale de conférence, je vais pas réussir à le dire, en NBA Cup samedi. Donc, tu vois Miami ou New York tu vois New York ou Orlando, pardon. Miami, il n'y a plus. Miami. Ah oui, c'est vrai, ils sont passés. Tu vois, j'étais resté, moi, sur le 30-15, premier carton, et je me suis dit, bon, c'est bon, Miami passe. Il joue, il joue à Vegas. À Las Vegas. Bah écoute, sans Wagner, ça va quand même être compliqué. Honnêtement. Moi, chez moi, là, je respire beaucoup plus facilement qu'il n'y ait pas Wagner. Hein. Et sans surtout un Banchero en pleine possession de ses moyens, parce que ça fait quand même pas longtemps qu'il est revenu. Je vois pas comment est-ce qu'il pourrait. Enfin, il y a moyen, hein, parce que vous êtes tous des professionnels, mais clairement, si je dois prendre un favori, ça sera New York. Qui aura l'avantage de se faire exploser par OKC en finale? Ouais. Pour eux, franchement, c'est monstrueux. Bah, écoute, honnêtement, je leur souhaite de battre le record des Warriors. Hein, finalement, ils sont bien partis pour battre le record de nombre de victoires en une saison. Je sais pas. Et encore, ils ont joué sans truc là, qui était blessé quasiment. Jalen Williams qui est arrivé depuis une semaine. Après, il y a Isaiah. Oh. T'as l'ongle un peu rouge. Allez, vas-y, repose-toi un peu, prends le temps, t'inquiète. Ah non, ils ont un luxe là. Non. Je suis très curieux de la finale de conférence côté Ouest contre les Spurs. Je suis vraiment. Si Wemby arrive et qu'il peut être à 90% de ses moyens, vraiment curieux de savoir ce que ça va donner. Ouais, bah là, je pense qu'on a les deux prochaines dynasties du côté ouest, hein, si tout va bien. Oui. Ça sera ces deux équipes-là. Hein. Quand je vois les Spurs, ce qu'ils ont construit, la chance qu'ils ont eu au pic et les il en faut toujours. À la draft autour de Wemby. Ils ont pris, c'était Trash Talk qui disait, c'est Trash Talk qui disait que c'est pas faux. En fait, ils ont eu quasiment les meilleurs joueurs à leur pic. Ils ont eu les meilleurs joueurs des drafts, alors qu'ils n'avaient pas forcément le first pick, quoi. Donc, Non, c'est magnifique. Donc, à mon avis, l'Ouest, s'il n'y a rien qui bouge, s'il n'y a pas de grosses blessures dans ces deux franchises-là, je pense qu'on est parti pendant au moins 5 ans avec une grosse domination de ces deux franchises-là à l'Ouest. Laisse-moi un titre à Onyx, et puis c'est bon. Après le reste, ils font ce qu'ils veulent, j'en veux juste un. C'est tout. Top. Bon, merci beaucoup, Mehdi. C'était un vrai plaisir. Ah bah écoute, pour moi aussi, c'était chouette de parler basket tout simplement. Oui. C'était cool et de parler de mes Magic que j'aime tellement. Clair. Et voilà. Ok. Allez, merci Mehdi, salut. À bientôt, ciao. Cet épisode 7 de la Weekly sur RMB est maintenant fini. On espère qu'il vous a plu. Alors n'hésitez pas à partager, à liker, à mettre un commentaire. Encore merci pour votre soutien et votre fidélité sur ce format. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 8, le dernier avant les vacances de Noël. Allez, tchuss!